Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver sur la DTV pour ce nouveau numéro de votre émission Franc-Parler. Franc-Parler a le plaisir de recevoir Bernard Oudin. Il est conseiller spécial du président Laurent Gbagbo. Il est également l'auteur de ce livre, Les Ouattara, une imposture ivoirienne. Monsieur Oudin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir bien voulu venir répondre à notre invitation. Vous êtes de passage dans la capitale sénégalaise Dakar. C'est moi qui vous remercie de l'invitation et j'ai grand plaisir à retrouver Dakar, une ville que j'ai appréciée depuis très longtemps. C'est dans votre prime jeunesse que vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire. Vous y avez grandi jusqu'à l'adolescence, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po. Vous avez travaillé au titre de la coopération au ministère de l'économie et des finances à Abidjan entre 1975 et 1977. Puis vous revenez en Côte d'Ivoire au début des années 1990 et vous avez vécu au plus près tous les événements qui ont secoué le pays jusqu'à la chute du président Gbagbo. Conseiller spécial du président Gbagbo depuis 2007, vous demeurez aujourd'hui l'un de ses plus proches collaborateurs. Le 28 janvier dernier s'est ouvert à La Haye le procès de Laurent Gbagbo, ancien président de Côte d'Ivoire, et de son ministre Charles Brégoudé, président des jeunes du FPI. Gbagbo, jugé pour crimes contre l'humanité, meurtre, viol et autres violences sexuelles, persécutions et autres actes inhumains. Vous l'avez vu il y a juste une semaine. Dans quel état d'esprit a-t-il le moral au beau fixe? Merci. Le président Gbagbo que j'ai vu lundi dernier, le 11 avril, et en plus, par les hasards du calendrier, c'était une date symbolique pour nous, puisque c'était le 5e anniversaire de son arrestation par l'armée française dans les conditions que tout le monde connaît aujourd'hui. Le président Gbagbo est un monsieur qui a passé toute sa vie à se battre pour son pays. Il a connu l'exil, la prison, la présidence. Il connaît aujourd'hui une période difficile à la prison, mais je peux vous dire que son moral est exceptionnel, comme sa conduite en général, et que c'est toujours un grand moment de venir le voir à la prison, parce que c'est un moyen de nous-mêmes nous ressourcer dans le combat qu'il mène et que nous menons avec lui pour la manifestation de la justice et de la vérité dans cette affaire. Gbagbo en prison, est-ce que vous n'avez pas envie de dire « Oh, quel gâchis, vu le pédigree de l'homme » Le mot est faible. Le mot gâchis est faible. C'est une catastrophe humaine. Et je pense que ce n'est pas pour le président Gbagbo la catastrophe. La catastrophe, c'est pour la Côte d'Ivoire. La catastrophe, c'est pour l'Afrique. La catastrophe, c'est pour le respect de la démocratie. C'est pour le respect des valeurs. Tout ce qu'on nous a inculqué à l'école. Moi, vous savez, j'ai grandi en Afrique, dans une école qui était à l'époque celle des colonies. Mais nous étions très peu de petits blancs, entre guillemets. Tous mes amis d'école étaient des Africains. Et Abidjan étant un grand carrefour des années 60, beaucoup d'élèves de la classe venaient du Dahomey, le nom précédent du Bénin, ou du Togo, ou de la Haute-Volta, du Sénégal. Et toutes les valeurs qu'on a apprises à l'école, elles ont été bafouées en une journée le 11 avril 2011. Oui, parce que Gbagbo a voulu s'accrocher au pouvoir. Quelle est sa part de responsabilité dans ce qu'il arrive? Alors, le problème, c'est que si on était arrivé à cette situation le 11 avril 2011, ce n'est pas Gbagbo qui s'accroche au pouvoir. Gbagbo a gagné les élections. On peut y revenir tant qu'on veut. Gbagbo a gagné les élections. Vous fondez sur quoi? Sur les chiffres. J'ai moi-même participé à la campagne électorale et au dépouillement électoral. J'ai passé les 2 nuits électorales au siège de la LMP, qui était le mouvement qui soutenait le président. Et juste pour vous expliquer en quelques secondes, au premier tour, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait eu beaucoup de problèmes dans le Nord. Et Gbagbo a fait quand même 38%. Et derrière, on a annoncé que M. Ouattara a fait 32 et Bédié 27. On verra plus tard que pour la deuxième place, les chiffres ont été inversés sans doute au premier tour. Au deuxième tour, le président Gbagbo nous a dit « Si on fait des recours au premier tour, est-ce que je gagne dès le premier tour ?» Dans l'analyse, ce n'était pas possible parce que si on rétablissait la vérité, Gbagbo était à 42-43. Donc on a dit on va aller au deuxième tour et on fera attention à tout ça.
Le deuxième tour, à 18 h, à la clôture des bureaux de vote, tous les dossiers de requête en annulation de certaines zones du Nord où la triche, la violence s'étaient exercées, ont été préparés par l'équipe de campagne du candidat Gbagbo. Et il y a un chiffre qui est définitif, c'est le chiffre de la participation du deuxième tour. Au premier tour, tout le monde a vu une participation exceptionnelle, 82-83%. Au deuxième tour, le lendemain même du vote, les journaux ont écrit « faible participation, chute de la participation, à qui va profiter l'abstention, etc. » Il était visible à l'œil nu que les files d'attente devant les bureaux de vote étaient beaucoup plus clairsemés qu'au premier tour. C'est quoi? Les gens avaient peur? Non, c'est qu'il manquait un des candidats. Bédier n'était pas là au deuxième tour. C'est tout à fait logique qu'une partie de la population PDCI, qui en plus est le grand parti historique de la Côte d'Ivoire, les gens ne vont pas choisir entre Gbagbo et Ouattara, malgré les appels de Bédier. Donc c'est normal qu'il y ait, par exemple dans le V-Baoulé, il y a eu une désaffection importante. Donc ça s'est vu physiquement. Moi-même, dans le bureau de vote du président Gbagbo, derrière la grande mosquée de Cocody, on a bien vu que la foule... Alors maintenant, comment expliquer ce faible taux de participation au second tour, le second tour qui opposait Gbagbo et Adou, Alassane Dramane Ouattara? C'est normal, il y avait 3 candidats principaux au premier tour. Le candidat du PDCI, le parti historique de la Côte d'Ivoire, fondé par Houphouët-Boigny, n'est pas présent. Une grande partie de la population qui est proche du PDCI ne s'est pas massivement déportée sur Ouattara ou même sur Gbagbo. Et c'est évident qu'il y a eu une désaffection d'une partie de cet électorat pour le deuxième tour. Et les chiffres sont parlants. Le lundi, le seul moment où la commission électorale indépendante présidée par Youssouf Bakayoko a donné un chiffre consensuel, c'est-à-dire où l'ensemble de la commission était d'accord, et qui a été repris à la fois par l'ONUCI et par les grands médias internationaux, c'est le chiffre de la participation du deuxième tour. Il ressort à 70,84%. Or, le jeudi suivant, cette fameuse déclaration de M. Bakayoko à l'hôtel du Golfe, entouré par des ambassadeurs de France, des États-Unis et quelques hommes en armes. Également de l'ONU. Et l'ONUCI derrière. Oui. M. Bakayoko annonce les résultats. M. Ouattara, tant de voix, M. Gbagbo, tant de voix, et le nombre d'électeurs étant celui-ci. J'ai fait le calcul très simple. L'addition des voix des 2 candidats divisée par le nombre de votants, ça donnait la participation. Elle ressort, d'après les chiffres de M. Bakayoko, à 82%. Comment est-il possible qu'une participation officiellement annoncée à 70% le lundi se transforme à 82% le jeudi? Toute la triche est dans ces 2 chiffres. Il n'y a pas besoin de recompter 20 000 bureaux de vote. Rien que ça aurait dû faire comprendre à la communauté internationale que l'on trichait. Et d'ailleurs, il y a un exemple, c'est le président de l'Angola, le président Dos Santos. Eduardo Dos Santos. Eduardo Dos Santos, le 6 janvier 2011, au moment des vœux du corps diplomatique à Luanda, a annoncé devant tous les membres des missions diplomatiques en Angola, M. Choi a pris la décision de conforter le résultat de M. Bakayoko, et en cela, il a trompé toute la communauté internationale. C'est le président de l'Angola qui l'a dit, c'est resté dans les décombres de l'armée française. Vous, personnellement, comment avez-vous réagi quand vous avez entendu la procureure spéciale Fatou Bensouda dire dans son discours inaugural lors de ce procès qu'il s'agit du procès d'une carrière et non du procès de la Côte d'Ivoire? Non, vous savez, il s'avère que Mme Bensouda, je l'ai connue il y a très longtemps. Je travaillais en Gambie, elle était ministre de la Justice, c'était mon ministre référent. Donc je connais bien cette dame. Et je l'ai écoutée avec attention à la fois en 2013, au moment des audiences pour la confirmation des charges, et le 28 janvier dernier, à l'ouverture du procès du président et de Charles Blé Goudet, dont je dirais entre parenthèses qu'il n'est pas le président des jeunes du FPI, mais le patron du COGEP, qui est une grande association de jeunesse en dehors du FPI. Charles Blé Goudet, lui qui était surnommé le général de la rue. Qui est le général de la rue, mais qui n'était pas le patron des jeunesses du FPI. Fermons la parenthèse. Madame Bensouda a commencé par nous dire ce n'est pas le procès des élections, c'est le procès d'une situation précise, des 4 chefs d'accusation, etc. Et
Elle nous a quittés là-dessus, puisqu'elle n'est quasiment pas réapparue au procès depuis ce jour. Et depuis ce jour, toutes les audiences du procès tournent autour des élections en Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas cacher le soleil avec la main. La vérité sortira de comment se sont passées ces élections, pourquoi on en est arrivé là, et après ces élections, qu'est-ce qui s'est passé pour finir le 11 avril avec l'acte insensé posé par Nicolas Sarkozy. Pensez-vous que Fatou Bensouda a suffisamment les mains libres dans cette affaire? Très sincèrement, je ne le pense pas. Il a les mains liées. Vous savez, je viens de lire un livre d'un garçon qui est assez jeune, mais qui a une grosse expérience de la Cour pénale, puisqu'il a travaillé au bureau du procureur Ocampo, qui a travaillé aux affaires étrangères françaises et qui vient de faire une thèse de doctorat d'État sur le cas de Germain Katanga et qui en profite pour faire une analyse de la Cour pénale. La lecture de ce livre est totalement destructrice pour la Cour pénale, où on voit les pratiques internes de la Cour et qui démontrent aujourd'hui que cette Cour est en grand danger par son propre comportement. Et quand l'identité de certains témoins est révélée au grand jour, ça vous donne envie de dire quoi? Légèreté? Vous savez, j'étais présent ce jour-là. On peut parler de légèreté, on peut parler d'erreur, on peut parler de provocation. Je ne sais pas quel mot qu'on peut employer, mais tout ce que je sais, c'est que de toute façon, le nom de Sam l'Africain circulait depuis très longtemps dans nos milieux, comme celui d'ailleurs de l'ambassadeur actuel de Côte d'Ivoire à Dakar, l'ancien général de gendarmerie Kassaraté, comme celui de général Philippe Mongou, comme d'autres. Mais vous savez, à un moment ou à un autre, quels que soient les témoins, ce sont les faits qui vont être jugés. Or, les 4 chefs d'accusation que l'on a voulu faire porter à Gbagbo, aucun ne tient la route. On pourra en parler de façon plus approfondie ensemble. Oui, il serait responsable de la mort de 3000 personnes. Non, il y a eu plusieurs milliers de personnes, oui. Et je pense que 3000 c'est peu par rapport à ce qu'a dit par exemple la commission de M. Konambani, la commission de réconciliation, qui n'a pas pu finir dans les bonnes conditions son travail. Quand on lit le rapport final, exhaustif, non publié, et auquel j'ai eu accès, on parle de plutôt 15 à 16 000 morts dans cette période. Et l'essentiel de ces gens ont été tués par les forces républicaines de M. Ouattara, assassinés dans des conditions horribles comme à Douékoué, où un village entier a été rasé, ou à Naïbli, ou à Petit Guitrozon et d'autres endroits de Côte d'Ivoire qui ont tous été martyrisés par les forces dites républicaines de M. Ouattara. Tout cela pour dire quoi? Que Ouattara doit subir le même sort que Gbagbo? C'est pas que Ouattara doit subir le même sort que Gbagbo, c'est l'histoire qui doit être remise à l'endroit, c'est important. Les choses sont à l'envers. Mais nous ne cherchons pas à envoyer M. Ouattara à la CPI, etc. On pourra reparler ensuite de la CPI. Le problème, c'est de dire la vérité. Et à partir de là, que la Côte d'Ivoire se réconcilie et fonctionne à nouveau. La Côte d'Ivoire aujourd'hui ne fonctionne plus. Il y a... je vous donnerai un exemple. Vous savez, l'impératrice de Russie, la Grande Catherine, avait un conseiller qui s'appelait Raspoutine, dont le nom est devenu célèbre dans l'histoire. Quand elle allait se promener dans des villes de Russie, Raspoutine faisait un système, il organisait des espèces de décors dans lesquels passait l'impératrice. On a appelé ça le système Raspoutine. En Côte d'Ivoire, on a le système Raspoutine. C'est-à-dire qu'on a soi-disant un taux de croissance très élevé, on a une Côte d'Ivoire émergente, mais comme a dit une jeune femme l'autre jour sur le Facebook, on a compris ce que voulait dire Ouattara avec l'émergence. Il a parlé de la Côte d'Ivoire émergente. Il ne parle pas des Ivoiriens. Les Ivoiriens n'émergent pas. Ils sont en train de plonger dans la misère, dans la pauvreté. Oui, Ouattara qui a été réélu au premier tour. Non mais, soyons sérieux. C'est parce qu'il a travaillé. Les Ivoiriens sont satisfaits de son bilan. Soyons très sérieux. Mon origine française me permet d'avoir des contacts français importants, dans des milieux importants. Et sans citer directement mes sources, je peux vous dire qu'au niveau des services français, le taux de participation réel du 25 octobre 2015 pour l'élection présidentielle d'Abidjan, enfin de Côte d'Ivoire, c'est autour de 17%. Si vous avez 83% de la population qui ne se déplace pas, et si vous faites quand même 85% des voix de 17%, vous faites entre 12 et 13% de la population ivoirienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, M. Ouattara est supporté par à peu près un Ivoirien sur 10.
C'est ça la réalité. Alors se faire réélire avec des chiffres nord-coréens, c'est pas le problème. C'est une lecture réductrice, non? C'est pas une lecture réductrice, c'est une lecture réelle. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est très dangereux parce que l'opinion publique ivoirienne peut d'un moment à l'autre exploser. Les gens n'explosent pas pour des raisons évidentes. D'abord, ils ont la peur de la Kalachnikov des Dozo et de toutes les autres bandes armées qui entourent M. Ouattara. Ils ont peur de ce que la France a fait en 2011. Ils sont encore très fortement secoués par cette affaire-là. Mais le jour où il va y avoir une étincelle de trop, vous allez avoir un mouvement genre Y en a marre, balai citoyen, etc. Personnellement, auriez-vous crié au scandale si Gbagbo était jugé par la justice ivoirienne elle-même? Mais bien sûr. Bien sûr, parce qu'il faut revenir au point de départ. Le point de départ, c'est l'élection. Gbagbo a gagné l'élection. Il faut que les gens comprennent ça à terme. Et ça c'est vous qui le dites. Non, je vous ai donné un chiffre tout à l'heure. Les résultats sont éloquents. Les résultats sont éloquents, effectivement. 70% de votants le lundi, 82% de votants le jeudi. Ça, c'est éloquent. C'est la vérité. Qui l'a dit? Qui l'a propagé? M. Sarkozy a monté tout un storytelling qui s'est terminé dans un fracas de bombes. Vous vous rendez compte qu'on a lancé une centaine de missiles? C'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien ambassadeur de France qui se vante de ça dans un livre qu'il vient de faire paraître, qui est d'ailleurs une insulte à toute la vérité, et pour lequel il devra répondre. J'ai croisé M. Simon pendant toute cette période pré- et post-électorale. J'en ai mis beaucoup d'exemples dans mon livre. Ce monsieur a été chargé de faire ce qui s'est passé à Abidjan entre décembre 2010 et avril 2011. Gbagbo, victime d'un vaste complot. C'est évident. Et le complot n'a pas commencé en décembre 2010. Il a commencé dès son élection en 2000. Dès son élection en 2000. J'étais pas un proche de Gbagbo à l'époque. J'ai mis beaucoup de temps avant d'être très près de Gbagbo. Mais en 2000, la France n'a pas accepté au fond d'elle-même le résultat du vote. En 2002, il y a eu ce fameux coup d'État transformé en rébellion et qui a marqué. Et je donne des exemples précis dans mon livre sur comment la France a été mêlée. Et à partir de 2002 jusqu'à 2011, c'est les Ivoiriens appellent ça le plus long coup d'État de l'histoire, parce que ça a commencé le 19 septembre 2002 pour se terminer le 11 avril 2011. Ça, c'est la réalité historique. Oui. Maintenant, Gbagbo à la CPI, avez-vous l'impression qu'il est définitivement sur le grill, ou en tout cas, il y a une lueur d'espoir pour qu'il recouvre enfin un jour la liberté? Je pense que d'avoir envoyé le président Gbagbo à la CPI, Gbagbo était, entre guillemets, une forme d'icône pour les Ivoiriens. Il va sortir de la CPI comme une icône panafricaine et même mondiale. C'est un monsieur qui prend une dimension internationale, qui démontre sa valeur, sa capacité, et vous verrez que le procès de la CPI, je l'ai dit d'ailleurs le premier jour, le premier soir, j'étais invité sur une chaîne française pour parler de ça, j'ai dit ce n'est plus le procès de Gbagbo, c'est le procès de la CPI. Et vous verrez que l'avenir va nous donner raison. Quand l'Union africaine même menace de quitter la CPI, ça c'est quoi? Ça vous réconforte cela? Je pense que c'est plus qu'une menace actuellement, puisque la Namibie vient de quitter la CPI. D'autres pays africains sont en train de prendre des dispositions dans le même sens. Je crois savoir que même ici, il y a une réflexion qui est engagée. Le président Macky Sall est relativement remonté pour être très calme sur le problème de la CPI. Le problème fondamental, ce n'est pas de détruire la CPI. Qu'il y ait une justice internationale, c'est une bonne chose. D'ailleurs, Charles Blé Goudet, dans son discours le jour de l'ouverture du procès, a dit « La Cour pénale est notre cour à tous, citoyens du monde. Mais il faut qu'elle dise la justice. » Et c'est parce qu'elle ne dit pas la justice, je pense, que lui n'a rien à faire là-bas. Le problème est là. Si on veut une justice internationale, qu'on se mette d'accord, mais que ce soit une justice. Là, on a semblé assister à une division du travail. La première dame de Gbagbo jugée en Côte d'Ivoire et Gbagbo jugée à la CPI. Mais c'est encore plus compliqué que ça, puisque Mme Gbagbo, on a mis un mandat international sur elle, puisque la CPI a ouvert le mandat en demandant à l'État ivoirien de transférer Mme Gbagbo. L'État ivoirien a refusé. Pour une raison très simple, c'est que si, aujourd'hui, vous vous rendez compte, il y a déjà le président Gbagbo, il y a Charles Blé Goudet. Si Simone Gbagbo arrive à la CPI, le déséquilibre va être total.
l'opinion internationale, les grands pays vont dire mais il faut envoyer un pro-Ouattara à la CPI, il faut un minimum d'équilibre. Et là, on va faire chavirer le navire. Et Ouattara qui dit que jamais, désormais, il n'enverra personne voilà, à la CPI parce que, enfin, la justice ivoirienne est fonctionnelle. La justice ivoirienne aujourd'hui n'est pas fonctionnelle du tout. Il suffit de s'en rendre compte tous les matins. Il suffit de regarder ce qui se passe dans tous les procès, les petits et les grands à Abidjan aujourd'hui. Il n'y a pas de justice ivoirienne. Il y a des gens qui sont aux ordres, qui sentent que derrière eux, il y a un pouvoir politique qui fait une oppression formidable. Mais imaginez une seconde que M. Ouattara envoie Guillaume Soro à la CPI. Mais combien de jours M. Ouattara va-t-il tenir à Abidjan? Guillaume Soro a une armée personnelle, privée, que l'ONU vient de dénoncer dans un rapport. Il a des centaines de tonnes d'armes, il a des groupes armés autour de gens comme Ouattao, Foffier et d'autres. Ça va être une guerre interne entre les pro-Ouattara et les pro-Soro qui menacent aujourd'hui la Côte d'Ivoire plus que le reste. Et si M. Ouattara veut envoyer ne serait-ce qu'un seul comme zone à La Haye, il va se retrouver avec une quasi... ce ne sera pas une guerre civile, mais ça sera une guerre de milices. Parlons à présent du rôle du Sénégal. Est-ce que notre pays a joué un rôle dans cette crise ivoirienne? Gbagbo, qui compte des amis parmi les ténors de la classe politique sénégalaise, on cite souvent l'exemple de Ousmane Tanor Dieng, de Amath Dansokho. Qu'en est-il? Je ne vais pas juger à Dakar la politique du Sénégal. Il est évident que beaucoup d'hommes politiques sénégalais font référence à Laurent Gbagbo. Vous avez cité des noms et je ne vais pas vous démentir. Si on regarde l'histoire, la Côte d'Ivoire et le Sénégal étaient les deux piliers de l'AOF. D'ailleurs, jusqu'à les événements qui ont fait tomber le président Bédié, c'était les deux pays d'Afrique de l'Ouest qui avaient traversé toute cette période post-coloniale sans avatar grave. Comme vous savez que pendant la période où Houphouët-Boigny est président en Côte d'Ivoire, il y a 6 présidents en Haute-Volta et quasiment à chaque fois avec des coups d'État. On ne compte pas ceux qu'il y a eu au Mali, au Bénin, ou les positions qu'ont prises certains, comme au Togo, etc. Il y a eu les événements de 99 en Côte d'Ivoire qui font que le Sénégal demeure, et j'espère pour le plus longtemps possible, le seul pays de l'ancienne Afrique de l'Ouest qui n'a jamais subi de désagréments non démocratiques. Et que Dieu continue à aider le Sénégal dans ce sens, c'est le souhait des uns et des autres. Mais sur le plan pratique, il faut se remettre dans les événements. En septembre 2002, il y a le coup d'État contre Gbagbo. Ce coup d'État est fomenté avec l'aide technique de la France, c'est évident. Dans mon livre, il y a des éléments. Encore la France qui revient. Mais c'est normal. C'est la France qui a fabriqué ces pays, puisque c'est des coups de crayon de l'administration française qui ont créé ces pays. Oui, on sait. L'enfer, c'est les autres. Non, c'est pas une question d'enfer. C'est pas une question d'enfer. C'est une question de décor. On a planté le décor. La France a planté le décor. Et elle intervient pour préserver son précaré, entre guillemets. Et la Côte d'Ivoire, c'était le joyau du précaré. Et voir arriver Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah mais ça y est, c'est les socialistes, ils vont quitter le navire France-africain, etc. » Ils ne savaient pas que Laurent Gbagbo est un francophile, un francophone, et que les entreprises françaises n'ont rien perdu pendant les 10 années de présence de Laurent Gbagbo. C'est même le contraire. Et aujourd'hui, elles se battent contre d'autres nouveaux arrivants, entre guillemets, en Côte d'Ivoire, en particulier un de vos voisins du Nord. Et pour revenir au rôle du Sénégal, je prends un exemple. Dès que les rebelles ont été chassés d'Abidjan, parce que là aussi il y a une histoire qui a été fabriquée, on a dit l'armée française a sauvé Gbagbo. C'est pas vrai. En septembre 2002, les rebelles avaient attaqué Korogo, Bouaké et Abidjan en même temps. À Korogo et à Bouaké, ils sont arrivés à leur fin. À Abidjan, ils ont été pourchassés, ils ont été repoussés. Et c'est dans leur fuite vers Bouaké que l'armée française intervient pour demander aux forces ivoiriennes gouvernementales, dont le commissaire s'appelait le colonel Philippe Mangou, déjà, de stopper leur avancée pour permettre à l'armée française de préserver les Occidentaux qui étaient dans Bouaké et faire l'évacuation de ces gens-là. Et qui vient pour, sur le plan diplomatique,
scellé ce cessez-le-feu, Cheikh Gadio, Cheikh Tidiane Gadio, qui est votre ministre des ouais, Affaires étrangères à l'époque, oui. envoyé par le Abdoulaye président Wade, Wade. oui. Donc déjà, le Sénégal est un des parties prenantes dès l'origine de cette crise de 2002, et on verra jusqu'à la fin que le Sénégal a une position plutôt française dans cette affaire que panafricaine. Et les amis de Gbagbo, les Tanor, les danseurs et autres, est-ce qu'ils ont lâché? Mais vous savez, si vous considérez que le Sénégal c'est une grosse voiture, que vous avez quelqu'un qui est au volant, qui est le président, vous avez des passagers, si la voiture tourne à gauche ou à droite, ce n'est pas la faute du passager. Gbagbo qui partage l'international socialiste avec Ousmane Tanor Dieng. Oui, et puis l'international socialiste, où il y a le Parti socialiste français, Oui. où des gens ont été contre Gbagbo, ne serait-ce que le président actuel de la France, qui avait dit en 2004, après les événements de Boaké, que Gbagbo était devenu infréquentable. Et c'est une insulte à l'intelligence. Voilà. Nous allons progresser un peu, Bernard Oudin, pour parler de votre livre, Les Ouattara, une imposture ivoirienne. Alors, on a l'impression, quand on lit votre livre, que Ouattara est responsable de tous les péchés de la Côte d'Ivoire. Est-ce le cas? C'est pas que Ouattara est responsable de tous les péchés de la Côte d'Ivoire, mais j'ai appelé ce livre Les Ouattara d'abord parce que je pense que Alassane Ouattara, sans son épouse actuelle, ne serait jamais devenu président de la République. C'est pour ça que j'ai associé Dominique Nénouvian, marié Folorou et aujourd'hui Ouattara à la vie d'Alassane. Alassane Ouattara a été un des vecteurs des situations dramatiques de la Côte d'Ivoire ces 20 dernières années, c'est évident. Il n'y a pas tous les péchés, parce que par exemple, un monsieur comme Bédier, dans sa gestion, que ce soit, j'ai bien connu, vous l'avez rappelé dès le début, que j'étais un ancien du ministère des Finances à Abidjan dans les années 70, ce monsieur, dans sa gestion de l'époque, dans sa gestion présidentielle, a créé les conditions du coup d'État de 99. Parce que, imaginons que M. Bédier se comporte, entre guillemets, normalement. Mais dans la Côte d'Ivoire, qui est la succession d'Houphouët-Boigny, avec la protection, à tout point de vue, de la France, en étant le représentant du PDCI, M. Bédier pouvait espérer, d'ailleurs il l'écrit dans son livre en avril 1999, Les chemins de ma vie, il ne s'imagine pas président moins de 15 ou 20 ans. Mais 6 mois plus tard ou 7 mois plus tard, il y a un coup d'État qui le renverse. Il n'était pas suffisamment préparé à l'exercice du pouvoir. Je pense qu'il n'était pas préparé et qu'il a, quand on connaît un peu M. Bédier, il n'a pas les capacités. C'est très clair. Il n'a pas les capacités. Il n'a pas le profil de l'emploi. On peut dire ça comme on veut, mais je veux dire, il n'a pas les capacités. Il l'a démontré malheureusement, rapidement, pour le malheur de la Côte d'Ivoire. Ce qui fait que la Côte d'Ivoire s'est retrouvée en 1999 dans une situation très précaire. Vous savez, j'ai vécu cette période au jour le jour. Toute la période de transition militaire qui a débouché sur l'élection de Laurent Gbagbo. Et déjà dans cette période-là, la période de Bédier, Ouattara, comme je dis dans mon livre, a tout fait pour essayer d'arriver au pouvoir, même contre la loi. En 1993, à la mort du vieux, la loi dit le président de l'Assemblée nationale termine le mandat. Ouattara a essayé de contourner cette loi pour créer un espèce de comité des sages dont il aurait pris la tête avec Philippe Yassé, qui était président de l'Assemblée nationale, avant Bédier, et qui avait un compte à régler avec Bédier. Et une partie des officiels français étaient dans cette idée-là avec eux, contre Bédier. Et ça s'est passé très près. Ensuite, en 1995, pour l'élection présidentielle de 1995, il y a eu la fameuse ivoirité organisée par Bédier, contre Ouattara. Et il y a eu le boycott actif dans lequel les gens du RDR et les gens du FPI se sont mis contre Bédier. Et Ouattara disant on ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord et musulman. C'est ce qui était créé en Côte d'Ivoire, les conditions d'un clivage ethno-religieux qui n'a pas lieu d'être. Et ensuite, tout ce qui s'est passé derrière. Le coup d'État de 2000, de 99 que je raconte, où Alassane est intimement mêlé par ses proches, puisque des réunions ont même lieu chez lui à Paris, c'est documenté. Et ensuite, à la fin de la transition, quand il ne peut pas être candidat, parce que la nouvelle loi votée avec son accord en juillet 2000 lui interdit quasiment d'être candidat, mais il dit quand même,
si je ne peux pas être candidat, je mélangerai ce pays, ce qu'il a fini par faire. Et ensuite, tous les événements, 2002 et toute la période de 2010-2011, et ce qui se passe encore aujourd'hui. M. Ouattara est vraiment l'imposture dans ce paysage politique historique de la Côte d'Ivoire. Mais avez-vous des preuves quand vous l'accusez d'avoir tué en septembre 2002 Robert Gueye et son épouse Rose Doudou? Je dis qu'on n'a pas élucidé la mort de Gueye, mais qu'il faut savoir à qui profite le crime. À qui? Dans ces affaires-là. En 99, et je l'explique parce que je l'ai vécu de l'intérieur, mais c'était même pas le général Gueye qui organisait le coup d'État. Il est devenu le plus petit dénominateur commun au moment du déclenchement du coup, parce qu'un certain nombre de personnes n'ont pas été au bout de leur chemin. Et comme certains voulaient empêcher Ouattara d'être directement le président à la chute de Bédier, il y a eu un accord à minima sur Gueye. Et Ouattara, qui avait en grande partie financé le coup, et qui avait mis ses hommes, à la fois sur le plan politique et militaire, dans ce coup, a vu avec l'élection d'octobre 2000 que finalement il était le dindon de la farce. Puisque Gueye s'est présenté, Gbagbo a pu se présenter, il y a eu une élection et lui il a été évacué de l'élection alors qu'il était parmi ceux qui avaient organisé ça. Il s'est dit en 2002, je fais mon coup d'État, mais tous ceux qui m'aident à faire le coup d'État, il faut que je les élimine, comme ça je serai seul à la sortie. Et le premier élément qu'il faut prendre en compte, c'est la mort de Bala Keïta. Bala Keïta à Ouaga. Qui est mort à Ouaga le 1er août 2002, c'est-à-dire un mois et demi avant le coup d'État. Parce que je pense que Bala Keïta, qui connaissait très bien, avait compris qu'on voulait se servir de Gueye, parce que Gueye avait ses hommes réfugiés au Burkina, et si on n'utilisait pas les hommes de Gueye, on allait avoir du mal à provoquer ce coup d'État de 2002. Donc on avait besoin de Gueye, on avait besoin de le faire venir. Mais Bala Keïta a dû comprendre que le coup était pour Ouattara. Il s'en est sans doute plaint à Campore, c'était son arrêt de mort. Oui. Pourtant, on accuse les forces gouvernementales fidèles à l'époque à Laurent Gbagbo d'avoir tué Robert Gueye. Des témoins les auraient même aperçus dans la cathédrale même d'Abidjan. Vous savez, on a rencontré tellement de choses. Vous parlez de la justice ivoirienne. Oui. Il y a eu le procès, entre guillemets, des militaires ivoiriens qui auraient tué Gbagbo. Qui auraient tué, excusez-moi, Gueye. Et parmi les gens qui ont été condamnés ce jour-là, il y a quelques semaines, il y a un officier qui a été condamné à 10 ans de prison pour participation au coup. Cet officier, il était à Rome, dans la délégation du président Gbagbo qui était en voyage officiel à Rome. Comment ce monsieur à Rome peut tirer sur Gueye? Ça fait partie des incohérences de la justice de Ouattara. C'est clair. Oui, mais le jour même où Gueye a été tué, Ouattara s'était réfugié avec son épouse à l'ambassade d'Allemagne qui est à Abidjan. Donc il ne peut pas être le commanditaire du meurtre, de l'assassinat de Robert Gueye. Le président Ouattara, le 19 septembre 2002, est dans sa résidence à Abidjan. D'ailleurs, c'est un indice. À chaque fois qu'il y a eu des gros problèmes en Côte d'Ivoire, Ouattara n'est pas en Côte d'Ivoire. Il attend que ça se passe pour voir s'il peut venir ou pas. Là, étrangement, il est à Abidjan. Gbagbo est à l'étranger. Et je pense que si Ouattara est à Abidjan, c'est qu'il pense que le coup va être réglé dans la nuit et que le matin, il sera sur place pour passer à la télévision pour dire c'est bon, c'est moi. Malheureusement, les choses ne se passent pas comme ça parce que l'armée ivoirienne s'est défendue. Et il y a eu de très nombreux morts cette nuit-là, en particulier dans la gendarmerie ivoirienne. Je connais le directeur de cabinet de l'époque de Ouattara. Ils lui ont tous dit de se réfugier à la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne qui était mitoyen de la maison de Ouattara. C'est pas l'ambassade, c'est la résidence de l'ambassadeur. L'ambassadrice à l'époque, c'était l'ambassadrice qui était une femme à l'époque. Oui. Et Ouattara a répondu à ce monsieur, Gbagbo va venir me faire chercher, il n'y a pas de souci. Et finalement, comme ça n'arrivait pas, ils lui ont demandé, c'est les hommes de Ouattara qui l'ont transféré à la résidence de l'ambassadrice. Gbagbo est arrivé immédiatement le lendemain matin. Il est rentré directement à Abidjan. Et la première chose qu'il a fait, je l'écris, il a demandé à Lida Kouassi et au général Doué,
Et quand il m'a rappelé ça à la prison, il m'a dit, j'ai pris mes 2 germanophones, puisque Lida Kwasi était prof d'allemand, et le général Doué avait fait l'école militaire de Hambourg. Ils sont allés négocier avec l'ambassadrice d'Allemagne pour dire qu'il y aura un sauf-conduit pour Ouattara et qui pourra rentrer à l'ambassade de France. Et c'est Renaud Vignal, qui était l'ambassadeur français à l'époque, qui est venu chercher Ouattara pour l'emmener à l'ambassade de France, l'y garder à peu près 2 mois avant de l'exfiltrer au Gabon. Et Gbagbo avait dit à l'époque, on ne touche pas un cheveu de Ouattara. Et ces dernières années, quand j'entends Ouattara parler de cette période-là, il dit, Gbagbo a déjà essayé de me tuer une fois. C'est une erreur, c'est une insulte, parce que le monsieur qui vous a sauvé la vie, vous l'insultez comme ça. Sans Gbagbo, en 2002, il y avait de grandes chances que Ouattara soit tué. C'est ça la vérité. Gbagbo a sauvé Ouattara en 2002. Mais si sa vie n'était pas en danger, que faisait-il à la résidence de l'ambassadrice alors? C'est ce que je viens de vous dire. Oui. S'il n'y avait pas eu Gbagbo, il risquait d'être tué, parce que la foule, les Abidjanais savaient que Ouattara était dans le coup. Mais il se dit que ce sont les hommes de Gbagbo qui étaient venus le chercher, le cueillir. Que des gens, au nom de Gbagbo, veulent cueillir X, Y ou Z, c'est possible. Vous savez, quand vous avez une foule qui est déchaînée, elle peut dire, elle peut tuer en votre nom, etc. Mais c'est l'action de Gbagbo qui a préservé Ouattara. Et moi, ce qui compte dans cette affaire, c'est la position de Gbagbo, et pas d'un monsieur qui dit « je suis pour Gbagbo ». Voilà. À la page 249 de votre livre, vous dites à propos de Madame Ouattara, il y a donc dans le parcours d'Alassane Ouattara un élément déclencheur qui le fait diverger vers un destin singulier. Cet élément s'appelle Dominique Nouvian, épouse Folorou, dont l'extraordinaire soif de pouvoir trouve en lui le vecteur inespéré d'assouvissement de sa folle ambition. Quand, au milieu des années 1980, elle rencontre pour la première fois Alassane dans l'immeuble de Ndiouga Kébé, dans le quartier du Plateau à Dakar, l'histoire de la Côte d'Ivoire va basculer. Comment l'histoire a-t-elle basculé avec Madame Ouattara? Madame Ouattara, j'explique un peu sa carrière, entre guillemets. Elle arrive à Abidjan avec ce monsieur Folorou, elle est beaucoup plus jeune que lui. Monsieur Folorou meurt rapidement. Madame Folorou à l'époque a beaucoup d'entre-gens et très rapidement elle se fait des amis dans le milieu politique et des affaires de Côte d'Ivoire jusqu'à être très proche d'Houphouët-Boigny. Et elle a une proximité importante avec le gouverneur en exercice de la BCEAO, Abdoulaye Fadiga, qui est en résidence à Dakar puisque le siège est ici, et donc dans ce fameux immeuble. Et elle vient voir régulièrement Abdoulaye. Et au cours d'une de ses visites, elle croise le conseiller d'Abdoulaye Fadiga, qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Et aujourd'hui, elle s'appelle Madame Ouattara. Et toute l'histoire de Ouattara et de Madame a divergé. S'ils ne s'étaient jamais rencontrés, je pense qu'on ne serait pas là ensemble à discuter de la Côte d'Ivoire. L'histoire a basculé. Elle a basculé dans quel sens? Dans celui qu'on connaît aujourd'hui. Qui est dans mon livre, qui est dans les journaux, qui est dans la vie quotidienne des Ivoiriens. C'est quoi? Elle a l'oreille de son mari? Je pense qu'elle a plus que l'oreille. Je crois qu'elle dirige un peu. Elle est la personnalité. J'ai eu une confidence de l'ambassadeur Simon, qui m'avait été rapportée par un journaliste en février 2011. Un journaliste français qui déjeunait avec Simon, et Simon se plaignait de l'incapacité de Ouattara à rentrer dans les costumes présidentiels. Il errait dans les couloirs de l'hôtel du Golfe et il disait heureusement qu'il y a Madame parce que c'est elle qui le fait tenir, quoi. Et vous dites que c'est elle qui a présenté Ouattara à Bédié et lui aurait demandé de faire de lui son Premier ministre parce qu'il serait burkinabé. À Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, pardon, oui. Parce qu'il serait burkinabé. C'est pas que moi qui dis ça. La Haute-Volta à l'époque. À l'époque, vous savez, en 1990, la Côte d'Ivoire est dans des situations très difficiles. Il y a eu des gros problèmes. Houphouët-Boigny a voulu se battre contre le monde entier à propos du cacao. Il a voulu faire il s'est rendu compte qu'en fait, le prix du cacao, c'est pas la Côte d'Ivoire qui le déterminait, c'était les marchés américains et anglais. Et la Côte d'Ivoire s'est retrouvée dans une situation très difficile. Et il a été soumis à un programme d'ajustement structurel et à une réorientation de l'économie. Et il en avait profité à l'époque pour dire je vais réorganiser mon gouvernement. Et il a créé un comité interministériel pour gérer cette crise, avec un président du comité interministériel. Et pour ça, il voulait mettre un homme du Nord, puisque la Côte d'Ivoire
qui est pluriel. Et il disait que c'était la bonne occasion, à la fois sur le plan économique et sur le plan social, de faire avancer les choses. Et Dominique Folleroux, à l'époque, qui est proche d'Houphouët-Boigny, qui est très proche de Ouattara, dit à Houphouët, je connais un gars du Nord qui est très bien, tu devrais l'utiliser. Et en plus, comme c'est pour une activité économique, entre guillemets, il n'est pas ivoirien, il ne va pas s'occuper de votre héritage. Bédier dit exactement la même chose dans son livre. Il dit exactement la même chose. Et Ouattara, il y a un élément qui conforte ça et qui vient de Ouattara lui-même. Il est président, il est gouverneur de la BCEAO. Il accepte le poste de président du comité interministériel. Mais qu'est-ce qu'il demande en échange? Que son poste de gouverneur soit maintenu pour lui avec la nomination d'un intérimaire. Vous savez ce que c'est qu'un intérimaire? Oui. C'est un monsieur qui vient pour un temps donné en remplacement en attendant que vous reveniez. Et cet intérimaire, c'est le gouverneur adjoint, Charles Konan-Banny. Donc M. Ouattara, dès l'origine, pense, au terme de sa mission en Côte d'Ivoire, qu'il va retourner comme gouverneur de la BCEAO. Au moins, il en prend les dispositions pour ne pas être surpris. Ça aussi, c'est un élément qui montre que Ouattara, à l'origine, mais après, vous savez, l'appétit vient en mangeant. Il est nommé le 18 avril 1990 président du comité interministériel. Décembre 1990, Houphouët-Boigny change la Constitution pour faire du président de l'Assemblée nationale le successeur pour la durée du mandat à courir. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on parle de successeur pour organiser des élections dans les 40 à 90 jours. Mais à l'époque, la Constitution ivoirienne, c'était que le président de l'Assemblée nationale termine le mandat. C'est autre chose. La preuve, c'est que Bédier a été quasiment 2 ans président de la Côte d'Ivoire sous ce régime de président par défaut. Et dès le lendemain de ça, il crée un poste de Premier ministre et il met Ouattara. Donc, il crée les conditions pour avoir, dans le futur, à son départ, son décès, Bédier président, et puis Ouattara est Premier ministre. Après, à eux de régler les problèmes. Mais pour Houphouët-Boigny, l'architecture de sa succession est organisée. Oui. N'est-il pas dangereux aujourd'hui de remettre sur la table la question de la nationalité burkinabé d'Alassane Ouattara, quand on sait que c'est l'ivoirité, la question de l'ivoirité qui a perdu la Côte d'Ivoire? L'ivoirité est une des plus mauvaises choses que la Côte d'Ivoire ait jamais eue. Oui. Ça, je peux le dire tranquillement. Et elle vient de qui? De M. Bédier, un point, un trait. Donc, on est très à l'aise pour parler de ça. Mais le problème de M. Ouattara, ce n'est pas le problème de l'ivoirité. Le problème de M. Ouattara, c'est l'affaire d'une imposture. Avant même qu'il y ait cette ivoirité de Bédier, M. Ouattara a posé des actes dans sa vie personnelle qui sont toujours dans le même sens. Vous ne trouverez pas un acte de la vie publique ou privée de M. Ouattara, de son adolescence, de sa majorité légale, jusqu'au moment où il devient en 90 le président du comité interministériel, vous ne trouverez jamais un acte posé en dehors de la nationalité voltaïque ou burkinabé. Je prends un exemple privé. Il achète dans les années 80, début des années 80, il achète un immeuble à Abidjan, chez un notaire d'Abidjan. On peut penser que s'il est ivoirien, il suffit qu'il sorte une carte d'identité ivoirienne pour l'acte d'achat. C'est très simple. Vous êtes ivoirien, vous êtes sénégalais, vous achetez un immeuble à Dakar, vous allez sortir votre carte d'identité sénégalaise, je suppose. Et là, à Abidjan, ce jour-là, pour acheter un immeuble à Abidjan, devant un notaire d'Abidjan, il sort un passeport voltaïque. C'est pas moi qui le dis, c'est l'acte de vente. Vous prenez d'autres exemples. C'est pas un délit, ça. Hein? C'est un délit. C'est pas un délit, c'est une réalité. Oui. C'est pas un délit, mais si vous êtes voltaïque, vous êtes voltaïque. Moi, mon problème, j'étais français, j'ai une nationalité ivoirienne aujourd'hui. J'ai un passeport français, j'ai un passeport ivoirien. Mais, par exemple, quand j'ai eu ma nationalité ivoirienne, le code de la nationalité ivoirienne dit que vous devez avoir 5 ans d'ancienneté pour être électeur. Je n'ai pas voté en 2010 parce que je n'avais pas 5 ans d'ancienneté. Je suis électeur aujourd'hui. Et dans 2 ans, je serai même éligible pour certains postes. Et peut-être pour mettre fin à cette question liée notamment à l'ivoirité, que le président Ouattara envisage un référendum avant la fin 2016. Parce que, dit-il, l'actuelle constitution comporte des germes de conflit. Que répondez-vous à ça? Je réponds encore que M. Ouattara va encore triturer, excusez l'expression, il va encore triturer le droit ivoirien. Parce que pour faire un référendum aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il faut respecter un certain nombre de règles. Il ne va pas les respecter, il a commencé... Le référendum qui n'est pas prévu par le code électoral ivoirien d'ailleurs.
et qui n'est pas prévu. Oui, il faut que l'Assemblée nationale s'y mette, modifie la loi. Il y a plein d'éléments. Monsieur Ouattara, d'autres exemples sur le plan de la Constitution. Monsieur Ouattara est aujourd'hui président du RDR, le parti politique, qui le soutient. Or, la loi ivoirienne, la Constitution ivoirienne dit que la fonction de président de la République est incompatible avec toute responsabilité, y compris la présidence d'un parti politique. Ça fait 5 ans. On parle aujourd'hui au RDR de faire un congrès pour nommer un président, mais ça fait 5 ans qu'ils auraient dû le faire. Le jour où M. Gbagbo est devenu président en octobre 2000, le lendemain matin, il a démissionné du FPI. Vous prenez la commission électorale indépendante. La loi ivoirienne est très claire, le président de la commission électorale indépendante ne peut exercer qu'un seul mandat. M. Youssouf Bakayoko a été reconduit pour faire un 2e mandat. Au nom de quelle loi? De quel droit? Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de droit en Côte d'Ivoire. C'est la loi du plus fort, de celui qui a décidé. Le dernier exemple en date est un exemple terrible. Il y a des étudiants qui se sont mis en grève à l'université d'Abidjan cette semaine. Le secrétaire général d'une fédération importante, la FESI, a été arrêté avant-hier. Et le ministre de l'Intérieur, M. Ahmed Bakayoko, a dit, M. Fulgence Assi, qui est le secrétaire général, ne mérite pas un avocat parce que les étudiants de la FESI sont des brigands. Il ne fait pas qu'il ne mérite pas, il dit qu'il n'a pas de droit à un avocat. Comment un monsieur qui est connu de l'ensemble de la population ivoirienne depuis plus de 20 ans comme le chef des loubards, qui se retrouve aujourd'hui ministre de l'Intérieur, peut-il avoir cette phrase et que personne ne la relève? La Côte d'Ivoire, c'est pas ça. Les Ivoiriens sont insultés à travers ça. Un référendum pour modifier cet article qui dit que pour participer à une élection, par exemple, il faut être exclusivement de mère ou bien de père ivoirien. Lui, il veut faire sauter ce dispositif. Il veut également instaurer un poste de vice-président en Côte d'Ivoire, mais également essayer de rabaisser l'âge pour participer à une présidentielle qui est actuellement de 40 ans. Il hésite entre 35 et 30 ans. Est-ce des réformes consolidantes? Je ne pense pas. Puis d'abord, une chose que M. Ouattara devrait se rappeler, c'est qu'il y a eu un référendum le 25 juillet 2000, qui est venu au terme d'une consultation nationale qui a duré de janvier à juin 2000, dans laquelle tous les partis politiques, y compris le RDR, ont mis leur science. Ça a débouché sur un texte qui disait, qui est l'article 35 aujourd'hui, dont l'article 35 de la Constitution ivoirienne fait partie aujourd'hui, donc qui a été admis par tout le monde. Et j'étais à Abidjan la veille du scrutin. Le journal Le Patriote, qui est le journal proche du RDR, dirigé par l'époque par Ahmed Bakayoko, a titré en grand « Constitution RDR à 95%, votez oui ». Et la Constitution a été votée par 90% des Ivoiriens. Et cette Constitution avait l'article 35. Donc M. Ouattara l'a votée en connaissance de cause. Pourquoi aujourd'hui il revient à ça? Donc, alors après, on peut changer l'âge du capitaine. Puis on peut aussi dire qu'on peut être président de la République à 18 ans. On peut tout inventer. La Côte d'Ivoire est émergente. Oui. Maintenant, on est presque à quelques minutes de la fin de notre entretien. Au moment où le procès s'ouvre là-bas, du côté de la Haye, que reste-t-il du FPI, le parti qu'a créé Laurent Gbagbo? Pascal Affi-N'Guessan avait forcé pour se présenter à l'élection. Finalement, il a eu un score très dérisoire. Mais il a un score dérisoire parce qu'il ne représente pas le FPI, c'est très simple. Monsieur Alassane Ouattara a tenté de faire une OPA sur le FPI en y installant M. Affi-N'Guessan dans des conditions... C'est lui, c'est Ado qui tire les ficelles? C'est pour Affi-N'Guessan, bien sûr. Affi-N'Guessan est devenu une marionnette d'Alassane Ouattara. Affi-N'Guessan ne représente pas le FPI. Le président du FPI, c'est Laurent Gbagbo. Son représentant à Abidjan, c'est Aboudraman Sangaré. Et la grande majorité des gens du FPI de l'époque où Gbagbo était président sont derrière le président. Et si on a eu un si faible taux de participation à l'élection de 2015, c'est parce que le FPI a demandé le boycott. Et vous verrez qu'aux élections législatives de décembre, ça sera la même chose. Les gens ne sont plus dans le système politique de M. Ouattara. Et M. Affi-N'Guessan, je l'appelle le canard sans tête, parce que c'est un animal qui court comme ça sans savoir où il va. Vous savez, un général sans troupe, ça ne sert à rien. Mais bon, était-il cohérent quand même de faire de Gbagbo un candidat, Gbagbo qui était en prison déjà? Mais c'est symbolique. C'est extrêmement symbolique. Je fais partie de ceux qui ont demandé à Laurent Gbagbo d'être candidat parce qu'il avait dit de moi-même, je ne le serai pas.
On a dit, président, il faut que vous soyez le président du FPI pour une question très symbolique. Parce que c'est le président qui sera enfermé. Et à Abidjan, le FPI, toute l'organisation du FPI qui fonctionne tous les jours. Ici, je suis reçu par le FPI de Dakar. Dans toute la diaspora, le FPI fonctionne, de Montréal à Stockholm jusqu'à Pretoria. Sa capacité de mobilisation est restée intacte. Elle a grandi. Et aujourd'hui, non seulement les gens du FPI sont derrière Gbagbo, mais l'immense majorité des Ivoiriens. Et si on s'approche de la fin, je vais vous dire qu'il y a très longtemps, pas loin après l'élection et la mise en place plutôt de M. Ouattara, les femmes des marchés d'Adjamé ou d'Abobo avaient commencé à sortir des t-shirts en voyant l'évolution de la situation. Et sur les t-shirts, il y avait marqué en langue dioula, Babo Kafissa, qui veut dire Babo était mieux. Est-il temps d'envisager l'avenir sans Ouattara au FPI? Bien sûr. Ouattara sera un incident de l'histoire. Oui, je veux dire Gbagbo. Mais bien sûr aussi sans Gbagbo. Vous savez, Gbagbo a toujours dit, par exemple, il y a une phrase de Gbagbo quand il était dans la lutte autrefois, il disait je tombe, vous enjambez mon corps, vous continuez. Le président Gbagbo n'est pas dans la lutte pour président Gbagbo. C'est ça que les gens n'ont pas compris. C'est que Gbagbo, il sait que, d'abord c'est un docteur en histoire, donc il connaît l'histoire. Il sait que les pays évoluent lentement mais sûrement. Le général de Gaulle est mort en France, la France continue à fonctionner. Et puis le Gbagbo va partir, la Côte d'Ivoire continuera à fonctionner. C'est clair. Voilà. Merci. En tout cas, Bernard Oudin, conseiller spécial du président Laurent Gbagbo et auteur de ce livre, Les Ouattara, une imposture ivoirienne. Donc, livre paru aux éditions du Moment. Merci infiniment. C'est la rédaction de la DTV qui vous remercie. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.